Bonsoir tout le monde, salam alaikum, marhaban bikum maratan ukhra fi fada' ulum al-hayat wal ard. On continue la série d'exercices choisis. دايما في le thème le métabolisme énergétique. On va essayer aujourd'hui, Inch'Allah, de revoir quelques notions à travers l'exercice que je vous ai choisi. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'exercice numéro 1 de la session normale 2016. Filière toujours sciences physiques, mais rappelez-vous, c'est commun à la filière SVT. Voilà, pour commencer, on va d'abord donc rappeler les données. Alors, rappelez-vous, tout exercice de ce genre, les objectifs au début, c'est-à-dire on se met dans une position problématique. Là, l'étude, donc l'objectif, c'est d'étudier l'effet du manque d'exercice sportif et l'effet du tabagisme, c'est-à-dire l'usage du tabac, sur les réactions responsables de la libération de l'énergie au niveau du muscle squelettique strié. On propose l'étude des données suivantes. Donc les objectifs, ils sont clairement définis. C'est d'une part, l'impact le manque d'exercice sportif, exercice physique, bien sûr, sur les réactions libératrices de l'énergie au niveau du muscle squelettique, mais aussi l'effet le tabagisme, le garrot. Le manque d'exercice sportif chez l'homme augmente sa fatigabilité, ça on le sait déjà. Les gens qui ne pratiquent pas du sport ou là, généralement qui ont un mode de vie sédentaire, ils se fatiguent très vite, au moindre effort. Pour expliquer donc l'origine de cette fatigabilité, une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes, l'une entraînée pour un exercice physique de puissance donnée et l'autre non entraînée. Le document 1 résume les résultats obtenus, alors que le document 2 donne les résultats de la comparaison de la production d'acide lactique et la consommation de dioxygène chez ces deux personnes. Les documents ont été un peu maquillés pour les rendre beaucoup plus lisibles, et on va essayer donc de voir en quoi ces documents puissent-ils nous apporter des réponses à notre première question. Notez tout de même que le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP au niveau des fibres musculaires. Maintenant, information c'est dans le but de s'en servir pour répondre à la problématique. Généralement, tous les professeurs vous auront parlé de l'origine de la fatigue musculaire, mais il arrive des fois que certaines informations qui ne sont pas nécessairement censées être données en classe et dont on aura besoin pour essayer de comprendre pour donner un sens au document, on vous les propose. Donc s'il vous plaît, ne négligez jamais une petite remarque, une petite information qu'on vous fournit. Il va falloir donc lui trouver une place dans votre solution. Alors la première question, en exploitant les données du document 1 et 2, expliquez l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Donc المطلوب منكم هو باعتماد هذه الوثائق الأولى والثانية شرحوا لنا expliquer, notez bien expliquer, ça veut dire donner une explication, c'est-à-dire donner les raisons à l'origine donc de cette fatigue observée chez la personne non entraînée. Donc l'objectif bien sûr c'est l'individu non entraîné et non l'autre. L'autre c'est un témoin. Alors il faut donc concentrer ton analyse sur le sujet non entraîné. L'objectif ici est d'expliquer la grande fatigabilité en rapport avec le manque de sport. هذاك الآخر entraîné comme témoin. C'est lui qui va te permettre de savoir ce qui s'est passé. Alors le document 1 nous apprend, parce qu'on vous dit en exploitant les documents. Alors le document que voici, il nous apprend que le volume global des mitochondries chez la personne non entraînée, comme vous voyez bien, il est de 5%, alors qu'il est de 11% chez la personne entraînée. Ce qui veut dire tout simplement une forte diminution qui s'accompagne aussi d'une diminution de l'activité enzymatique mitochondrienne. Donc ça, c'est suite au document. Quant au document 2, qu'est-ce qu'il nous apprend le document 2 que voici? Remarquez que ce document montre une augmentation de la quantité d'acide lactique produite par la personne non entraînée. Vous remarquez effectivement qu'il en produit 12 millimoles par litre
alors que l'individu entraîné il n'en produit que 6, soit donc la moitié. Ceci s'accompagne d'une consommation d'eau trop faible, remarquez, à peine 2,5 litres par minute, alors que chez l'individu entraîné, c'est un peu plus du double. Donc les connaissances requises pour faire le lien entre ces observations et la fatigabilité, parce que rappelez-vous, on vous demande d'expliquer l'augmentation de la fatigabilité observée chez la personne non entraînée. Pour essayer donc d'expliquer, il va falloir faire appel à vos connaissances. Rappelez-vous d'ailleurs, un phénomène, vous avez nécessairement besoin d'un acquis. Alors qu'est-ce que ce dont vous avez besoin là? Les connaissances sont celles concernant le bilan énergétique et de la fermentation lactique, en plus de celles fournies par les données, à savoir que la fatigue fait suite à un manque d'ATP. Donc si vous faites la combinaison entre ces acquis et ce que vous apportent les documents, vous allez facilement pouvoir faire une telle conclusion. On peut donc expliquer la fatigabilité observée précocement chez les personnes non entraînées par l'utilisation de la voie anaérobique, soit donc la fermentation lactique, comme source de renouvellement d'ATP. C'est normal, un manque d'O2 va obliger le muscle à faire appel à la voie anaérobique pour compenser ce manque. Dans le bilan énergétique, on sait très bien qu'il est trop faible, ce qui veut dire donc qu'il y aura un manque d'ATP et par conséquent une fatigabilité élevée. Donc le deuxième point à traiter fin de l'exercice, c'est l'effet lié au tabagisme sur l'effort musculaire. À cet effet, un groupe d'élèves a été soumis à un test d'endurance. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km par heure toutes les 2 minutes jusqu'à épuisement total. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie, VMA, exprimant ainsi le volume maximal d'O2, c'est-à-dire le VO2 max, consommé par l'individu testé. Le document 3 que voici représente les résultats en unités arbitraires obtenus chez ce groupe d'élèves comparé à un groupe témoin composé d'élèves non fumeurs ici en rouge. Alors la question هي كالتالي: باعتمادك على هذه الوثيقة قارن بين قدرة التحمل ديال les élèves fumeurs comparée à celle des élèves non fumeurs. Donc comparer l'endurance des élèves fumeurs à celle des élèves non fumeurs. هذا الاختبار ديال التحمل احنا بالنسبة لنا on l'a exprimé à travers la VMA. Donc rappelez-vous que la VMA c'est en fait une façon d'exprimer le volume VO2 max. Plus donc ce VO2 max est grand, plus l'endurance est grande. Et vice versa. Alors remarquez tout simplement que la VMA chez l'individu, chez le groupe d'individus fumeurs, elle est de 14,5 alors qu'elle est de 15,8 chez les non-fumeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'endurance des fumeurs étant plus faible. Donc ce qui explique la faible endurance chez les fumeurs. Voilà, donc à travers la VMA, on a pu comparer l'endurance entre les deux fumeurs, c'est ce qui a été demandé. باش نعطي comme un complément باش تعرفوا pourquoi justement le VO2 max va déterminer le degré d'endurance de l'individu. Je vous rappelle tout simplement que le VO2 max les fumeurs, on vient de le voir, exprimé par la VMA, étant faible, chez les fumeurs, le déclenchement de la voie anaérobie se fait rapidement. Et donc un manque d'ATP. Je parle de la voie de la fermentation lactique. Le muscle qui est contraint. Donc si je vous rappelle un petit peu comment varie le volume d'oxygène absorbé en fonction de l'intensité de l'exercice physique, vous allez remarquer en vert l'évolution d'Al-Had, le volume d'oxygène chez les fumeurs, et en bleu chez les non-fumeurs. غادي تلاحظوا بسهولة على أن en fonction de l'intensité, plus l'intensité augmente, le volume d'oxygène augmente, mais à un certain moment, on atteint le VO2 max. Et remarquez, le VO2 max, bien sûr, imposé par le volume de l'air de renouvellement de l'air pulmonaire. Les poumons ne peuvent pas se gonfler indéfiniment. Et remarquez donc que le volume VO2 max les fumeurs, il est atteint trop vite. L'ahdo, il a suffi de très peu de temps d'exercice pour atteindre le VO2 max. Et à partir du moment où le déclenchement de la voie aérobique, remarquez donc que là que
j'active mon pointeur. Voilà. C'est le déclenchement de la voie anaérobie. Les muscles, à partir de ce moment-là, travaillent dans des conditions où il y a un manque d'O2. Et pour compenser ce manque, on dit que le muscle va contracter une dette qui va être payée par la production de l'acide lactique. Donc l'acide lactique qui est un déchet de la fermentation lactique, plus un manque d'ATP, c'est ce qui va entraîner une fatigabilité trop vite, donc une faible endurance. Alors que remarquez que chez les individus non fumeurs, remarquez que le départ de la voie anaérobique se fait tardivement. Bien sûr, les fumeurs, ils vont se fatiguer, mais avec une meilleure endurance, puisque le VO2 max de l'homme, il est nettement supérieur à celui des fumeurs. Alors, la fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone, le CO2, on le sait très bien, qui se fixe sur le même site de fixation de dioxygène au niveau de l'hémoglobine. Le document 4 présente les résultats de mesure de la quantité de monoxyde de carbone transporté dans le sang et la quantité du dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez les élèves fumeurs et des élèves non fumeurs. Le document 5 montre le site de fixation de monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. Voilà donc le document 4 et voilà le document 5. On vous rappelle tout de même que l'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Cette protéine joue un rôle important dans le transport du dioxygène vers les cellules. Rappelez-vous que toute remarque donnée, c'est dans le but de s'en servir. Normalement, niveau dire comme ce qu'on a fait déjà, l'hémoglobine, il sert à quoi? Il se trouve où? Donc on n'était pas censé vous fournir. Mais puisque c'est ainsi, on vous la fournit. La question est, à l'aide des documents 4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. Remarquez là encore que ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer. Et chaque fois que vous avez affaire à expliquer ou à déduire, vous êtes automatiquement censé faire appel à vos acquis. Quand il s'agit d'une comparaison, tout simplement d'une description des résultats, tout ce dont vous avez besoin, c'est avoir la capacité d'exprimer vos observations avec un style convenable. Mais quand il s'agit d'explications, là, vous aurez besoin de connaissances. Alors, quelles sont les connaissances donc à mobiliser pour expliquer ce qu'on vous demande d'expliquer? Le rôle de la chaîne respiratoire dans l'oxydation des transporteurs, c'est très important. Réduit lors de la dégradation, les transporteurs type NADH, H+, FADH2 qui ont été réduits lors de la dégradation du métabolite, le gradient H+, engendré par le flux d'électrons et la nécessité de ce gradient pour la phosphorylation oxydative grâce aux sphères pédonculées. Donc en gros, la dernière étape, donc l'étape de la phosphorylation oxydative de la respiration, c'est comme qu'on a fait pour pouvoir donner un sens à ces résultats. Partant de ce fait, il a acheté le document 4, il nous apprend que chez les fumeurs, on note une diminution d'O2 fixée par l'hémoglobine. Remarquez effectivement que chez les fumeurs qui nous intéressent, la quantité d'oxygène fixée par l'hémoglobine, elle est de 1,210, soit donc moins que la quantité d'oxygène fixée chez les non-fumeurs. De même, vous allez remarquer que le volume de monoxyde de carbone transporté par le sang est assez important. Il est de 2,200 par rapport au non-fumeur qui est à peine de 0,280. Le document 4, le document 5 par contre, il vous montre que le monoxyde de carbone se fixe sur le complexe C6, le complexe numéro 6, que vous voyez là, sur le monoxyde de carbone, il se fixe sur le complexe numéro 6 qui fait partie de la chaîne respiratoire. Rappelez-vous, là, l'ensemble des transporteurs, il compose une chaîne respiratoire. Et remarquez que ce complexe lui-même, c'est lui qui assure le transfert d'électrons vers O2. Et par conséquent, donc, si on combine tout ça, la fixation du monoxyde de carbone sur le complexe numéro 6 de la chaîne respiratoire,
empêche donc le flux d'électrons à travers cette chaîne, d'où l'absence du gradient des ions H+. C'est normal, ce qui crée le gradient, le flux d'électrons, c'est-à-dire le fonctionnement de la chaîne respiratoire et par conséquent l'arrêt de la production de l'ATP. Parce que rappelez-vous, O2 étant donc l'accepteur final, donc si les électrons n'arrivent pas à accéder à O2, automatiquement donc la chaîne elle est bloquée. Et donc il n'y a pas de synthèse d'ATP, il n'y a pas de production d'ATP par les sphères pédoncules, qui sont en fait des ATP. Ce qu'on sait aussi des fumeurs, c'est qu'ils se plaignent souvent des crampes musculaires. Alors pour expliquer l'origine de ces crampes, on a mesuré chez les élèves les fumeurs, on a mesuré chez des élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique et du pH sanguin au niveau du sang veineux. Je vous rappelle que le sang veineux, c'est le sang qui va sortir du muscle. Le sang entrant dans le muscle, c'est le sang artériel. Les artères, elles permettent aux organes de s'alimenter en sang, et les veines, c'est elles qui vont ramener le sang des organes vers le cœur. Partant du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont dans le document 6, que voici. La question qui se pose donc, c'est en exploitant le document 6, si en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquer la faible endurance et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. Donc, la dernière question, c'est une question de synthèse où on doit faire appel à toutes nos réponses précédentes, mais aussi on doit bien sûr se baser sur un autre acquis. Le problème est d'expliquer la faible endurance déjà remarquée et les crampes musculaires fréquentes chez les élèves fumeurs. Alors, la réponse à cette question fait appel donc à votre capacité de faire le lien entre les différentes déductions précédentes et à vos acquis concernant l'origine de la fatigue musculaire et des crampes. Voilà le document, rappelez-vous le document 6, il montre après l'effort musculaire, on observe une augmentation importante du taux de l'acide lactique, 10 fois plus qu'avant l'effort. Remarquez effectivement que les fumeurs, il était de 50 avant l'effort et après l'effort, il devient 500 mg par litre, soit donc 10 fois plus. Alors que chez les non-fumeurs, remarquez quand même qu'il est de 150 mg, c'est-à-dire très peu par rapport au. De même, on constate une baisse significative de pH dans le sang veineux des fumeurs. Remarquez qu'il est de 7,35 alors qu'il est de 7,38 chez les non-fumeurs, bien sûr après l'effort. Si on fait une synthèse de nos déductions précédentes, on peut dire donc que le muscle chez les fumeurs reçoit une grande quantité de monoxyde de carbone, CO, au lieu de dioxygène, voir donc le document 4, ça on l'a déjà vu. Ce monoxyde de carbone se fixe sur le complexe 6 de la chaîne respiratoire, ce qui empêche le gradient des ions H+, et donc une diminution de la synthèse d'ATP par voie aérobie. Ce qui oblige le muscle à faire appel à la fermentation lactique pour compenser ce manque. Voir le document 1 et 6, on a vu effectivement une quantité d'acide lactique énorme chez les fumeurs. Cette voie anaérobie aboutit à la production d'acide lactique, d'où une baisse du pH du sang veineux, voir le document 6. Ceci entraîne une baisse de l'activité enzymatique du métabolisme génétique. Rappelez-vous que l'activité enzymatique est dépendante du pH, ce qui va entraîner une faible production d'ATP et donc une fatigue et des crampes observées chez les fumeurs. Rappelez-vous que les crampes généralement font suite à une fatigue musculaire. Voilà, j'espère vous avoir été d'une utilité. Je vous souhaite une bonne réussite et à la prochaine, Inch'Allah.